Chers confrères, chers amis, mesdames, messieurs, donc bienvenue pour cette séance de l'ALS qui est proposée par la section 4. Alors, je vous rappelle que la section 4, c'est sciences du sol, de la terre et de l'univers, donc un très large champ de disciplines relatives à notre planète, du plus profond jusqu'à l'univers, en passant par l'épiderme de la terre qui est le sol. Donc bref, la section 4 s'intéresse au milieu d'où nous venons, où nous vivons, et celui dont nous dépendons très étroitement, maintenant et dans le futur. Comme notre maison, nous devons en prendre soin. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de traiter de questions d'une très grande actualité, des questions touchant à la transition énergétique et à la transition écologique. Vous le savez tous, nous sommes entrés dans une époque cruciale marquée par des bouleversements environnementaux majeurs pour lesquels il faut vraiment se retrousser les manches, tous ensemble, pour trouver des solutions. L'une de ces solutions, et c'est l'objet de la première conférence, va traiter d'une ressource énergétique très prometteuse, l'hydrogène naturel. Jacques Pironneau va nous éclairer sur cette voie où la Lorraine pourra jouer un rôle de premier plan en France et en Europe. Alors je voudrais dire quelques mots à propos de Jacques avant de lui céder la parole. Jacques est depuis peu directeur de recherche émérite, une semaine paraît-il, ou 10 jours, donc c'est tout frais. Directeur de recherche émérite au CNRS et membre de l'ALS. Il est spécialiste des fluides géologiques en milieu sédimentaire. Il travaille pour réduire la part des émissions anthropiques de CO2, pour comprendre la formation des gisements de pétrole et de gaz, aider à la surveillance des sites industriels et réduire l'impact environnemental de l'exploitation minière du sous-sol. Donc vous comprenez au travers de ces thèmes des liens très étroits qu'il a tissés tout au long de sa carrière avec le monde industriel. Et il a piloté un bon nombre de programmes partagés entre industriels et académiques. Alors, il développe des capteurs, des techniques de mesure dans des forages profonds, mesure de gaz notamment, pour l'exploration et le stockage souterrain de gaz, ainsi que des équipements pour la modélisation des milieux profonds. En 2011, donc il y a quand même quelques années, mais il existe toujours, il a fondé le laboratoire géoressources de l'Université de Lorraine et du CNRS, qui regroupe 200 personnes et qui couvre l'ensemble du cycle des matières premières de la prospection au recyclage. En 2022, avec ses collègues du CNRS, et il va nous donner plus de détails, et 2 entreprises régionales, il a découvert le gisement d'hydrogène en Lorraine. Enfin, il faut noter qu'il est aussi ambassadeur des compétences technologiques de notre région. Et dans ce cadre, il a notamment accompagné François Hollande, ancien président de la République au Kazakhstan, et Franck Leroy, toujours président de la région Grand Est. Jacques, la parole est à toi. Éclaire-nous sur l'hydrogène naturel. Merci Jean-Louis, merci à tous et bonsoir. Donc en effet, l'objectif de ma présentation ici est de vous faire un peu le point sur les recherches que nous menons depuis 5 ans maintenant et qui ont abouti donc à découvrir une ressource potentielle en hydrogène sur notre région. Donc, si vous allez sur Internet et si vous cherchez donc des informations sur l'hydrogène, vous allez généralement tomber sur ce type d'informations. On vous expliquera que l'hydrogène, c'est l'élément chimique le plus abondant dans l'univers, donc c'est 92% en nombre d'atomes. Mais on vous dira aussi qu'il existe très rarement à l'état naturel. On le trouve essentiellement combiné avec du carbone ou avec de l'oxygène, donc dans la molécule d'eau, dans le gaz naturel. Mais on vous dira que l'hydrogène n'est pas une source d'énergie primaire, mais que c'est une énergie chimique secondaire. Et donc on va la considérer, en tout cas essentiellement, comme un vecteur énergétique.
Donc évidemment, quand on fait de la recherche, on essaie toujours de démontrer le contraire de ce qu'on nous dit. Et donc vous verrez que depuis quelque temps, on considère que l'hydrogène peut être une ressource primaire et qu'on en trouve de façon abondante à l'état naturel sur la planète. D'ailleurs, il vient d'y avoir un bilan qui a été publié dans la revue Science Advances, donc par Geoffrey Ellis, notre collègue de l'USGS, donc l'équivalent du BRGM américain. Et donc, comme tous les Américains, ils voient le monde en grand. Donc, nous, on regarde à l'échelle d'un gisement, ils regardent à l'échelle de la planète. Donc, ils ont essayé de faire un exercice qui me semble bien compliqué, mais donc, ils proposent une estimation donc d'une ressource potentielle en hydrogène à l'échelle du globe qui serait de l'ordre de 6 000 milliards de tonnes donc d'hydrogène. Donc, pour ça, ils ont fait des modèles qui leur permettent globalement de caractériser les flux d'hydrogène entre une source profonde, donc qui va migrer progressivement vers la surface en passant notamment par des zones de stockage potentielles. Et donc en intégrant l'ensemble de ces flux, ils arrivent donc à ces chiffres et à conclure qu'une petite fraction donc de ce potentiel hydrogène permettrait de fournir l'hydrogène nécessaire pour environ 200 ans pour l'humanité, et qu'elle contient beaucoup plus d'énergie que toutes les réserves prouvées de gaz naturel sur Terre aujourd'hui. Donc, du coup, on peut trouver aujourd'hui dans la littérature, et vous trouvez dans la presse, un certain nombre d'articles qui permettent de comprendre un peu mieux l'origine de l'hydrogène sur Terre et où on est censé pouvoir trouver de l'hydrogène. Donc il y a un certain nombre de scénarios, de réactions chimiques notamment, qui permettent donc à l'hydrogène de migrer de formation profonde vers la surface. Donc on a déjà donc et on l'imagine un stock quelque part dans le noyau de la Terre qui a un stock donc d'hydrogène primordial qui va pouvoir ensuite migrer vers la surface très très lentement. Donc ça c'est presque le bruit de fond d'hydrogène. Et puis dans la croûte terrestre, on va avoir un certain nombre de réactions qui peuvent être des réactions chimiques entre de l'eau et des minéraux qui sont porteurs de fer. Donc les minéraux porteurs de fer, donc un fer à la valence 2, donc ce sont essentiellement des silicates de fer. En tout cas, c'est ceux-là qui intéressent le plus la communauté scientifique aujourd'hui. Et on va faire une réaction qu'on appelle la serpentinisation, qui est l'oxydation donc de ces silicates de fer, qui vont conduire donc à déstabiliser la molécule d'eau et à produire de l'hydrogène. On peut faire la même chose avec d'autres minéraux, du moment qu'ils contiennent du fer 2+. Donc c'est le cas notamment des carbonates de fer, et j'en reparlerai. On a une autre source potentielle, c'est la possibilité de ce qu'on appelle de craquer des molécules organiques, donc dans le sous-sol essentiellement donc du charbon ou du pétrole, qui avec l'augmentation de température va pouvoir libérer donc de l'hydrogène dans des conditions qui sont des conditions assez chaudes. On estime qu'il faut plus de 200 degrés en règle générale, donc on est plus aux alentours de 6 km de profondeur, et qu'on pourrait avoir là une source d'hydrogène importante. On est capable de reproduire ces mécanismes au laboratoire. La démonstration sur Terre est moins évidente. Et puis il y a un autre mécanisme, bon il y en a d'autres, hein. Là c'est vraiment les plus importants, mais un autre mécanisme important qui est le mécanisme de la radiolyse de l'eau, donc en présence de minerais qui contiennent ou de l'uranium ou du thorium. Et donc là, on peut faire un petit cocorico, et puis ça me permet aussi de saluer Bernard Poty qui est là, et donc de nous souvenir du Crégu et du début du Crégu, puisque c'est au Crégu qu'on a publié pour la première fois donc des données sur les fluides qui contenaient de l'hydrogène et de l'oxygène également, et qui étaient associés au gisement d'uranium. C'est le tout début d'une technique d'analyse qui était le Raman, qui permettait de faire des analyses à l'échelle du micron. Et donc, on pouvait regarder dans des inclusions fluides, dans les minéraux, la présence des gaz. Et on avait pu démontrer qu'en effet, dans les formations uranifères, on avait de la radiolyse et qui se traduisait donc par de la production d'hydrogène et d'oxygène. Alors évidemment, nous sommes des humains,
donc on a envie de se mêler de tout ça. Et donc on se dit qu'on devrait être capable aussi, quelque part, d'accélérer les phénomènes. Et donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'équipes, notamment outre-Atlantique, où on souhaite développer donc des technologies pour accroître les rendements de ces réactions que je vous ai présentées ici, donc en agissant directement dans le sous-sol pour accroître la production d'hydrogène. Mais c'est une autre histoire et on en reparlera peut-être lors d'une autre conférence. Donc jusqu'en 2023, grosso modo, l'hydrogène était considéré comme un vecteur énergétique, c'est-à-dire une énergie secondaire, et on lui avait donné un certain nombre de couleurs en fonction de son origine. Donc vous avez de l'hydrogène noir ou de l'hydrogène gris qui provient du fossile, donc soit du charbon, soit du gaz. C'est quand même 95% de l'hydrogène qui est produit sur Terre aujourd'hui, qui émet donc du CO2, mais dont on peut faire quelque chose de ce CO2, c'est-à-dire qu'on peut, et on en reparlera d'ici quelques temps avec Jean-Louis, on peut faire quelque chose de ce CO2, et dans ce cas, donc, l'hydrogène devient bleu, parce qu'on n'émet plus ou on émet moins de CO2 dans l'atmosphère. Après, on peut en émettre encore moins, toujours en traitant le gaz naturel pour en extraire donc l'hydrogène, en faisant une pyrolyse. Donc on va traiter à haute température donc ce méthane, on va produire de l'hydrogène et on va avoir un résidu qui sera du carbone solide. Et ce carbone solide, on peut le valoriser aussi par la suite. Donc il n'y a pas d'émission de CO2 dans ce procédé. Et puis après, vous avez toutes les technologies donc d'électrolyse de l'eau qui vont produire de l'hydrogène. Et donc on parlera d'hydrogène jaune dans le cas d'énergie solaire, rose dans le cas d'énergie nucléaire et puis verte dans le cas de renouvelables. Alors l'hydrogène vert, c'est le Graal, c'est l'objectif notamment de l'Union européenne, qui s'est fixé des objectifs très ambitieux de production d'hydrogène pour décarboner l'industrie en partie, et qui a misé donc ces projets sur l'hydrogène vert. Et vous savez sans doute que l'on est en train de revoir à la baisse donc les objectifs de production d'hydrogène vert, parce qu'on n'a pas aujourd'hui les capacités qu'on avait envisagées, et le coût de production est aujourd'hui bien supérieur au prix de l'hydrogène qu'on trouve sur le marché issu du fossile. Alors les principaux usages de l'hydrogène, eh bien c'est pour décarboner la mobilité. Donc on est interrogé, il faut le savoir, par un certain nombre de transporteurs. Donc les premiers qui sont venus nous voir quand on a décrit, vous le verrez dans un instant, donc la présence d'hydrogène dans la région, c'est Renault qui nous a appelés dès qu'ils ont eu l'information, et puis Airbus. Pourquoi ? Parce que tous les deux ont des objectifs, bien évidemment, de passer à une mobilité propre, donc arrêter d'émettre du CO2, et qu'il y a des enjeux qui sont colossaux pour les transporteurs. Alors que ce soit la mobilité lourde, la mobilité légère ou l'aviation, avec différents types de motorisation. Donc on peut utiliser des piles à hydrogène. Quand on utilise une pile à hydrogène, il faut savoir qu'il faut de l'hydrogène ultra pur. Ça ne sera pas le cas si on utilise des moteurs thermiques, où on pourra prendre des mélanges de gaz et en tout cas de l'hydrogène pas très pur. Et ces moteurs thermiques qu'on pensait abandonner, finalement aujourd'hui reviennent au goût du jour si on est capable de produire de l'hydrogène naturel, normalement, notamment avec de gros volumes. On pourrait réutiliser donc les moteurs thermiques et les adapter donc à de l'hydrogène. Un autre objectif, et qui nous concerne un peu dans la région, ou en tout cas les régions voisines de la Sarre ou du Luxembourg, c'est de pouvoir décarboner l'acier donc dans les usines sidérurgiques. Donc l'idée, c'est de remplacer le charbon par de l'hydrogène. Un point qu'on oublie souvent, c'est la décarbonation de l'agriculture. Mine de rien, l'agriculture émet beaucoup de CO2 aujourd'hui, et donc l'idée, c'est notamment de produire des engrais sans émettre du CO2, donc d'utiliser de l'hydrogène et de l'azote, et puis la possibilité de produire de l'électricité aussi à partir d'hydrogène naturel, et donc en utilisant des piles à combustible. Donc évidemment, on peut produire de l'hydrogène. Un des points clés, et c'est le cas pour l'industrie du gaz en règle générale, c'est le transport, et c'est là que ça coince très souvent. Donc l'idée, c'est de pouvoir disposer de pipes qui vont couvrir l'ensemble de l'Europe, d'avoir un réseau gazier qui reposera sur les opérateurs actuels du gaz naturel,
de pouvoir compter aussi sur des sites de stockage en surface et souterrain. On a aussi là des compétences et des savoir-faire. Et donc l'objectif, notamment entre la France et l'Allemagne, c'est de créer une véritable dorsale européenne de l'hydrogène, donc avec une espèce de croix qui ne serait pas très éloignée de la région Grand Est, avec 40 000 km de pipeline en Europe. Ça nous concerne donc sur la région, avec le projet dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le projet Mosaïque, donc, qui devrait permettre donc, de disposer d'un pipe. On devrait construire 20 km de pipe dédiés hydrogène et réutiliser 80 km qui sont dédiés au transport du méthane aujourd'hui, pour une capacité de 75 000 m3 d'hydrogène entre la frontière du Luxembourg, la région de Carlin, Saint-Avold et Sarrebruck. Donc, revenons un peu à la Lorraine et à notre aventure sur l'hydrogène, donc qui est l'hydrogène blanc. On n'a pas su lui donner de couleur sur l'hydrogène naturel, donc on a dit que ça serait l'hydrogène blanc. Donc une aventure humaine, puisqu'avec mon collègue Philippe de Donato, que certains d'entre vous connaissent, qui est directeur de recherche au CNRS, également au laboratoire Géoressources, et qui a une spécialité différente de la mienne, c'est pour ça que ça matche bien entre nous deux, donc il est physico-chimiste, et on apprend beaucoup l'un de l'autre. Ça, c'est pas moi, Jean-Louis, donc ça doit être toi. On t'appelle. Mais je voudrais pas oublier donc tous les collaborateurs qui sont cités ici, qu'ils soient de sociétés, qu'ils soient de l'université, à la fois dans le domaine d'ailleurs des sciences humaines et sociales et des sciences dures, et puis tous les doctorants, les postdoctorants, les ingénieurs, les techniciens, il y a beaucoup de monde derrière. Et ça nous a permis de faire émerger un concept qu'on n'avait pas forcément en tête au départ. C'est la sérendipité, c'est le fait donc de faire par hasard une découverte inattendue qui s'avère ensuite fructueuse. Donc en fait, c'est quand le hasard fait bien les choses. Donc maintenant, on sait que ça porte un nom, que ça s'appelle la sérendipité. On nous l'a rappelé à plusieurs reprises. Et donc, il est clair que la découverte d'hydrogène qu'on a pu faire sur la région ici était vraiment de cette nature. En effet, notre objectif au départ était d'essayer de comprendre comment le charbon s'était formé donc dans le Carbonifère lorrain, et notamment comment ce charbon s'était transformé pour former donc du gaz et savoir si ce gaz était potentiellement intéressant en termes de production et quelles techniques d'exploitation on pourrait développer. Donc ça nous oblige à revenir un petit peu en arrière, puisque l'histoire du charbon lorrain, c'est 300 millions d'années derrière nous, donc avec le développement donc de forêts qui devaient ressembler un peu à ce genre de forêt particulière. On est dans un paysage qui est un paysage qui ressemble plus à l'Himalaya, en fait, en termes en tout cas d'altitude, puisqu'on estime qu'on a des montagnes sur notre région qui font plus de 8 km environ. Et puis on a donc une forêt qui se développe essentiellement dans un paysage de fleuves et de lacs. Et donc, quand les arbres meurent, ils sédimentent, ils s'accumulent, ils sont préservés donc de l'oxygène, et donc ils vont donner naissance aux couches de charbon qu'on va trouver dans les formations du charbon lorrain notamment. Et puis, entre ces couches de charbon, on a des venues de minéraux, donc de phases détritiques, qui sont les produits d'érosion donc de ces montagnes. Donc, ces montagnes faisaient plus de 8 km d'altitude. Et donc, il n'y a pas de mystère, notre bassin fait peut-être plus de 8 km de profondeur. Donc, on a peut-être sous nos pieds 8 km de sédiments. Je dis peut-être parce qu'on ne l'a jamais mesuré, donc on ne sait pas bien. On n'a jamais atteint, en tout cas, les couches et le socle. En tout cas, donc on ne connaît pas bien la puissance de ces formations. Mais globalement, si vous extrayez un échantillon, ici, vous avez une carotte, donc avec un diamètre d'une dizaine de centimètres. Vous voyez des successions entre ces passés noirs qui sont donc des charbons, et puis ce qui est plus clair et qui est gris, ce sont généralement des grès ou des formations un peu argileuses qui s'alternent, comme vous pouvez le voir sur le log ici représenté sur 7 km, grosso modo, et vous voyez toutes les alternances. Donc c'est assez monotone en fait entre des passés de charbon et des passés détritiques.
Donc l'objectif de notre projet au départ, qui était une commande de l'État dans le cadre du pacte Lorraine, financé par la région Grand Est et puis le FEDER, donc le Fonds européen de développement régional. L'idée, c'était de pouvoir évaluer donc le potentiel en gaz de charbon sur la région Lorraine et de voir si les technologies déployées par l'industriel, donc la Française de l'énergie, étaient des technologies respectueuses de l'environnement et efficaces. L'idée, quand on veut produire du gaz de ces formations, dans un premier temps, on va pomper l'eau, donc on assèche la couche de charbon, et puis une fois qu'on l'a asséchée, on continue de pomper, et ce qui vient, c'est le gaz. Et donc c'est essentiellement du méthane. En région Lorraine, le gaz qui est produit, c'est plus de 95% de méthane, et le reste, c'est essentiellement de l'azote, donc on peut mettre directement ce gaz dans le réseau. Donc c'était notre but initial, et pour ça il fallait évidemment qu'on reprenne la géologie. Une des particularités sous nos pieds, sous le plateau lorrain, c'est de voir qu'on a deux bassins sédimentaires qui sont superposés. Donc ici en gris, c'est ce fameux bassin carbonifère. Vous voyez, on s'est arrêté là parce qu'on ne sait pas trop jusqu'où il va en profondeur. Et puis par-dessus, donc on trouve le bassin de Paris, donc essentiellement le bassin mésozoïque ici, avec ses couches en piles d'assiettes. Et donc nous, globalement, on regarde cette zone ici. Alors en fait, la coupe passe par Nancy et nous, on a plutôt travaillé sur la région de Saint-Avold, donc un peu plus au nord, et la géologie est un petit peu différente. Donc au départ, on essayait de comprendre pourquoi on avait des concentrations importantes de méthane dans ces formations. Et en cherchant le méthane, on a trouvé l'hydrogène, donc associé au méthane. Alors pour trouver de l'hydrogène, en fait, c'était donc pas volontaire, bien évidemment. On a eu la possibilité de disposer d'un site d'expérimentation qui est sur la commune de Folchwiller en Moselle, avec mis à notre disposition par notre partenaire, la Française de l'énergie, donc d'anciens puits de reconnaissance qui descendaient à 1350 mètres vertical, sur lequel on a fait le plus de mesures. Un puits de test de production, c'est la première fois qu'on avait produit du gaz de charbon en France, et c'était la première fois qu'on avait fait réaliser un puits dévié, donc qui arrivé à près de 900 mètres de descente en quasi verticale, va ensuite suivre une couche de charbon subhorizontale sur 500 mètres. Donc on avait accès à ce puits, et puis on a fait, nous, quelques petits puits moins profonds, donc entre 1 mètre et 30 mètres de profondeur, pour faire de la surveillance de gaz au niveau du sol sur ce type. Donc globalement, vous retrouvez ici les formations du carbonifère sur ce schéma, de ce bloc diagramme. Vous avez ici les formations mésozoïques, donc essentiellement du Trias, et vous avez le puits vertical qu'on a utilisé pour faire des mesures. Notre objectif, à la différence des études précédentes, c'était de faire une mesure de gaz in situ. Donc on ne voulait pas faire de prélèvement de roches, de transfert de ces roches dans le laboratoire, de désorption des gaz, et puis ensuite d'extrapolation entre les gaz absorbés et le gaz contenu dans la formation. On voulait faire une mesure directement dans la formation. Donc pour ça, on a développé avec la société Solexpert une sonde qui nous a permis de réaliser des profils de mesure de gaz donc dans la colonne d'eau. Il faut savoir que ces environnements sont complètement ennoyés, et donc on a créé une sonde donc qui est aujourd'hui unique au monde, qui nous permet de faire un monitoring des gaz en continu, donc sur un profil vertical. Et pour ça, on utilise une membrane semi-perméable qui va nous permettre de collecter les gaz et de laisser l'eau, bien évidemment. Donc on ne récupère que les gaz. On remonte ces gaz. Il faut évidemment que cette cellule soit résistante à la pression, donc à environ 100 bars de pression, 100 fois la pression atmosphérique. On avait une contrainte qui est que le forage est très petit, donc il fait juste 6 cm de diamètre, donc il fallait adapter les outils. Notre objectif, c'était évidemment de pouvoir faire un contrôle à distance depuis son bureau, et puis d'avoir des capteurs additionnels, des capteurs de température et de pression, pour voir comment évoluer ces paramètres au cours du temps et au cours de la descente de la sonde. La sonde, ça ressemble à ça. Ça fait globalement 2 mètres de long. Ici, vous voyez des alvéoles. Ces alvéoles, au travers des alvéoles, ici, vous devinez donc la membrane, qui est une membrane donc semi-perméable, qui laisse passer les gaz et qui laisse l'eau sur place. Ça a donné lieu donc à un brevet européen qui est partagé
entre l'université et la société Solexpert. Donc globalement, comment ça se passe? Vous avez ici en accéléré une journée de travail. Donc on arrive le matin, on commence à mettre le trépied au-dessus du puits et puis on va progressivement descendre l'outil. Donc on descend déjà le premier étage. Vous voyez les alvéoles avec la membrane semi-perméable, donc qui va permettre de capter les gaz. Ensuite, on va adapter le deuxième étage. Ce deuxième étage ici permet de collecter les gaz. Donc on a des séries de vannes qu'on va ouvrir et on va pouvoir collecter les gaz à différentes profondeurs. Et puis on remonte le tout donc en surface pour faire ensuite les analyses. Donc ici on remonte la sonde. Tout ça se fait, donc on avait commencé à travailler, il était 9h le matin, et là il est 3h de l'après-midi. On va connecter donc nos outils ensuite à des systèmes de mesure en surface. On va pouvoir notamment utiliser le fameux Raman dont j'ai parlé tout à l'heure, mais cette fois-ci c'est un nouveau type qui nous permet d'analyser les gaz et notamment l'hydrogène, et puis de l'infrarouge qui nous permet de doser notamment le CO2 et le méthane. Et puis on a la possibilité de faire la même chose, non pas pour cette fois-ci analyser les gaz, mais on analyse l'eau. Donc on peut prélever l'eau, donc ça nous permet d'avoir toute la chimie de l'eau de formation. Et puis aussi à l'occasion de voir pour la première fois donc les bulles de gaz que vous voyez ici, donc qui s'échappent donc de l'eau prélevée en profondeur et qui contiennent donc un mélange d'hydrogène et de méthane. Hydrogène et méthane, parce qu'on a eu la surprise, donc quand on a fait nos mesures, vous avez ici un graphe qui vous montre la composition des gaz donc extraits dans la sonde. Même si le méthane est le gaz dominant, comme vous pouvez le voir ici, on s'est rendu compte qu'il était associé à de l'hydrogène. Et une des particularités, c'est que la concentration d'hydrogène augmente de façon linéaire avec la profondeur. Et on atteint globalement 20 moles % du mélange à 1300 mètres de profondeur. Le complément ici des gaz, c'est de l'azote, donc qui est aux alentours de 5%. On peut traduire ces données par directement donc, les concentrations en hydrogène dissous dans l'eau, donc exprimées en milligrammes par litre. Et donc là aussi, vous voyez très clairement l'augmentation donc, de la concentration qui va atteindre 3 milligrammes par litre au bas du forage. Donc c'était pour nous une surprise. Évidemment, et on a refait les expériences plusieurs fois et on a toujours trouvé les mêmes concentrations de gaz. Et une des particularités de ce système, c'est qu'il est très pauvre en CO2. Donc on a 200 ppm de CO2, c'est-à-dire finalement 2 fois moins de CO2 que ce qu'on a dans l'atmosphère. Alors évidemment, on a cherché, parce qu'on a été interrogé, parce qu'on nous a posé des questions, comme vous pouvez l'imaginer, à faire une évaluation à l'échelle du bassin, donc entre la Sarre ici, Sarrebruck, et puis Saint-Dizier, hein, les deux limites de ce bassin, en considérant seulement 3 km de puissance, de profondeur sur ce bassin. On a considéré donc une porosité moyenne. On a extrapolé un peu nos données de gaz et en faisant ces extrapolations, on est arrivé à une évaluation de la ressource, c'est donc bien le stock d'hydrogène sous nos pieds, de 34 millions de tonnes. Alors qu'est-ce que ça veut dire 34 millions de tonnes? C'est pas avec ça qu'on va évidemment remplir tous les besoins de la planète, mais juste pour vous donner une petite idée, l'Europe dont je vous ai parlé tout à l'heure s'était fixé, en tout cas à un horizon 2030, qui était de consommer 20 millions de tonnes d'hydrogène par an et notamment d'en produire la moitié, donc 50%, 10 millions de tonnes par an en Europe. On sait qu'on n'atteindra pas ces objectifs, mais ça vous permet d'avoir une petite échelle sur le potentiel d'hydrogène dans la région Lorraine. Alors, quels sont les mécanismes qui sont à l'origine de la formation de l'hydrogène? Je vous l'ai dit tout à l'heure, un des mécanismes privilégiés, c'est une réaction chimique entre de l'eau donc, et des minéraux qui contiennent du fer. Et dans les formations du Carbonifère lorrain, on a beaucoup de carbonate de fer, donc de la sidérite et de l'ankhérite, donc qui sont les deux minéraux majeurs et qui sont assez abondants. Et donc, quand on met ces carbonates en contact avec de l'eau, si on chauffe, donc aux alentours de 150 ou 200 degrés, eh bien, on va dissocier la molécule d'eau, produire de l'hydrogène et puis produire un oxyde de fer. Il faut savoir qu'on a une deuxième hypothèse,
Pour l'instant, on n'a pas tranché sur la possibilité que l'hydrogène provienne en fait d'une réaction chimique du charbon en présence d'eau dans les mêmes conditions, c'est-à-dire aux alentours de 150 ou 200 degrés, soit entre 5 et 6 km de profondeur. Dans les deux cas, donc il nous faut de la chaleur pour que cette réaction soit initiée. Et donc on reste sur ces deux hypothèses qui sont aujourd'hui privilégiées sur la région, mais on n'a pas la réponse pour l'instant. Donc toutes ces données nous interpellent bien évidemment et on nous pose un certain nombre de questions comme vous pouvez l'imaginer. Donc on nous demande de démontrer que cet hydrogène naturel pourrait être exploitable. Donc ça fait partie d'un des challenges. Peut-être que ça pourrait changer la donne dans le domaine de l'industrie gazière. Donc là, on rêve un peu et on est aussi très optimiste, mais nous, on y croit. On se dit que c'est peut-être le moment de changer de modèle aussi dans la prospection gazière et de se dire que peut-être que demain, une des ressources en gaz importantes, même si on a un gaz qui est moins dense, c'est de pouvoir produire un gaz qui est dissous donc dans un aquifère. Et ça correspond évidemment à des volumes d'aquifères qui sont monstrueux à l'échelle de la planète et donc des capacités quasi infinies de production d'hydrogène. Alors ça permet quoi? Si on considère un aquifère qui est très étendu, ça permet de faire le forage de production d'hydrogène là où on en a besoin, globalement. Donc c'est un peu différent du modèle gazier actuel où vous avez des pays très favorisés qui ont des gisements qui produisent du gaz et puis on transporte le gaz qui va faire le tour de la planète. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une production de gaz qui soit à proximité du consommateur et donc de rapprocher la ressource des besoins. Un point sur lequel j'ai pas trop insisté, c'est la renouvelabilité de cette ressource. Donc on est aussi très questionné sur ce sujet. Vous l'avez vu, on a une réaction chimique. Si on considère que c'est essentiellement un carbonate de fer qui est à l'origine donc de la production d'hydrogène, si on extrait de l'hydrogène, on va déplacer la réaction donc vers la droite et donc on va remplacer l'hydrogène produit par de l'hydrogène nouvellement produit. Donc c'est sans fin, en tout cas sans fin jusqu'à ce qu'on ait épuisé le réactif. Est-ce que c'est une vision qui tient la route ? En effet, pourquoi pas? En tout cas, dans les expériences qui sont faites en laboratoire aujourd'hui, on sait qu'on peut produire de l'hydrogène à partir de ces réactions en un temps relativement court, qui se chiffre en quelques semaines ou quelques mois. Donc on est sur des échelles de temps qui sont tout à fait compatibles avec de la renouvelabilité. Donc notre objectif, c'est aussi de faire l'outil qu'on a développé avec la société Solexpert, un outil qui puisse être utilisé par tous pour faire enfin une exploration des gaz du sous-sol, car pour l'instant on ne sait pas faire les mesures de gaz dans les aquifères, donc c'est les toutes premières mesures qui sont faites. Et puis d'essayer de créer une usine in situ pour être capable donc de séparer les gaz qui sont présents dans le sous-sol et peut-être réinventer donc la prospection et l'exploitation du sous-sol en créant une nouvelle industrie qui est forcément verte et responsable puisqu'on n'extrait que l'hydrogène dont on a besoin, on laisse l'eau dans les formations géologiques, donc on a un impact minime sur le milieu. Alors tout ça nous conduit à développer donc de nouveaux programmes de recherche. Donc on n'a pas été très originaux sur le titre, mais on s'est dit que Régalore ça marchait bien maintenant, c'était connu, donc on l'appelle Régalore 2. Et donc on a un programme qui démarre actuellement, qui est soutenu à nouveau par la région Grand Est, et on voulait remercier donc la région parce qu'elle nous a soutenus depuis le début sur ces projets, avec essentiellement trois objectifs. Le premier, c'est de faire de l'exploration pour confirmer nos modèles. Et donc, à partir de cet été, donc en juillet, on va forer donc jusqu'à 4 km de profondeur, donc sur la région de Faulquemont. Donc, ça sera le premier forage profond depuis très longtemps, puisque le précédent datait du début des années 60. Donc, c'est un bel objectif. L'objectif, c'est évidemment de confirmer nos modèles, c'est de pouvoir quantifier donc une ressource, donc à la fois la ressource en hydrogène et la ressource en méthane aussi. Et puis un challenge important, c'est de développer des outils d'exploitation
pour pouvoir faire une extraction donc, du gaz dissous dans l'eau à grande profondeur. C'est pour ça qu'on travaille notamment en collaboration avec Saint-Gobain Recherche, qui est venu nous trouver d'ailleurs pour nous dire votre sujet nous intéresse. On voit des pistes d'innovation nouvelles pour nous. Et donc, on est prêt à partir avec vous sur ce projet et à collaborer pour essayer de développer donc, ces membranes du futur qui résisteront à grande profondeur et qui permettront l'extraction des gaz et donc de développer ces fameuses usines in situ. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. Donc, on peut consacrer quelques minutes à la discussion. Qui souhaite poser une question? Jean-Dominique. Merci beaucoup. La conférence était passionnante et pleine d'espoir, mais je me pose des questions sur la renouvelabilité du système. C'est-à-dire, vous extrayez, mais quelle est la vitesse de reproduction d'hydrogène, si j'ai bien compris? Alors nous, sur les cinétiques de la réaction, on est globalement sur des temps courts. Après, la grande interrogation, c'est pour l'instant des données que nous n'avons pas et qu'on testera sur le forage, qui sont en fait les rendements en termes d'extraction. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est si l'aquifère est stagnant ou si au contraire on a des mouvements de fluide dans cet aquifère. Auquel cas, ça peut changer en effet la donne et ça peut changer les rendements. Donc ça, c'est la grosse inconnue. Et c'est l'inconnu qu'on souhaite lever donc, avec ce forage profond. Et peut-être d'autres forages. Bon, pour l'instant, on en a un comme objectif. Mais on sait que si on a des résultats plutôt positifs, évidemment, on devra faire d'autres campagnes de forage pour confirmer donc, à l'échelle régionale, locale, donc l'homogénéité de l'aquifère. Oui, allez-y. Alors, merci, c'est tout à fait passionnant, des recherches tout à fait intéressantes, mais j'ai plusieurs questions et je suis quand même, j'étais assez sidéré par l'emballement médiatique que vous avez subi, je suppose en partie, sur cette affaire. Et il y a un point en particulier, puisque c'était la motivation initiale de vos recherches, on n'entend plus jamais parler du méthane. Or, le méthane, c'est peut-être la chose la plus facile à récupérer. Donc ça, c'est le premier point. Et il y a une deuxième question. J'ai pas bien compris, et en fait, je sais pas si c'est encore tranché. Si c'est uniquement un flux renouvelable qui pourrait donner lieu à la production de cet hydrogène natif, ou bien est-ce s'il pourrait exister des poches qui pourraient conduire évidemment à une extraction plus conséquente et éventuellement plus économiquement intéressante. Et j'ai une troisième question, si vous permettez, parce que évidemment l'électrolyse, c'est le problème de la production d'hydrogène comme vecteur énergétique, c'est le coût énergétique pour produire l'hydrogène, et actuellement le procédé le plus économique, c'est le vaporéformage du méthane. Donc l'électrolyse, ça coûte beaucoup plus cher, sauf si on a de l'électricité très abondante et bon marché. Et donc évidemment, une des pistes que je pense très sérieuse, c'est l'utilisation de petits réacteurs de 4e génération nucléaire à haute température, refroidis à l'hélium. Il y a des projets. Et donc ma question, qui nous ramène au point de départ, c'est... Comme d'habitude, l'hélium, je crois, est obtenu dans les gisements de gaz naturel. Est-ce qu'il y a de l'hélium qui est très intéressant économiquement, parce que c'est très rare et les stocks sont limités sur la planète? Est-ce qu'il y a de l'hélium dans notre bassin carbonifère lorrain? Moi, j'ai la réponse, donc je suis désolé, mais il n'y a pas d'hélium. Donc, on en a trouvé très peu.
Après, c'est assez compliqué en fait l'hélium parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire des mesures et donc les mesures qu'on a pu faire montrent quand même qu'il y a une certaine variabilité en termes de concentration et donc on peut être de quelques dizaines de ppm à jusqu'à 1 millier de ppm. Donc 1 millier de ppm c'est beaucoup, donc ça commence à être intéressant notamment, mais ça reste vraiment des mesures très localisées. Globalement, on est sur des teneurs qui sont beaucoup plus faibles. Donc ça, c'était pour la dernière question. Après, c'est vrai que notre outil permet de faire ces mesures, donc d'aller mesurer des gaz réellement in situ sans trop perturber le milieu, et donc ça, c'est des données nouvelles qui sont intéressantes pour nous. La première question, c'était sur le méthane, donc qui est le gaz majoritaire. Le pauvre méthane, aujourd'hui, il est plutôt mal vu. Donc, ça fait partie des sujets qu'on ne doit pas aborder si on doit répondre à des règles qui ont été établies par les politiques en France et en Europe. Donc, vous savez qu'on a interdiction de produire des hydrocarbures. Mais on les achète, hein. Mais on est complètement convaincu de cela. Et on a un impact carbone aujourd'hui qui est bien plus élevé que si on produisait en effet du gaz localement. Donc ça fait partie... c'est une question intéressante parce que j'en ai pas parlé ici. Mais, pardon, excusez-moi. En fait, le méthane, ça reste une ressource évidemment essentielle. Et c'est pas qu'une ressource pour produire du fossile et alimenter donc nos réseaux aujourd'hui, mais c'est aussi pouvoir utiliser le méthane pour, au travers du réformage, comme on l'a dit, donc produire de l'hydrogène. Et on a les capacités de stocker le CO2 qui pourrait être émis donc, au cours de la réaction de réformage dans les formations et dans les couches de charbon elles-mêmes. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai indiqué des teneurs en CO2 dans ces formations qui sont très faibles, puisqu'on a mesuré 200 ppm. Pourquoi on a des teneurs aussi faibles alors que normalement le CO2 c'est le premier gaz produit par la matière organique au cours de son enfouissement. Normalement, on devrait avoir plus de CO2 que de méthane dans ces formations. En fait, on n'en a pas, tout simplement parce que ces formations et l'eau des formations a un pH basique. On est sur des pH qui sont supérieurs à 9 dans ces formations, et dans ces conditions, le CO2 n'est pas stable. Donc, on a des formes qui sont des carbonates ou des bicarbonates, mais on n'a pas de CO2. Comme on n'a pas d'H2S, ça explique pourquoi ce gisement de gaz est un peu atypique. Bon, il y en a d'autres sur la planète qui sont de cette nature. Mais donc ça veut dire aussi qu'on pourrait stocker beaucoup de CO2, puisque globalement les réservoirs avec des aquifères basiques comme ceux-là peuvent stocker 1000 fois plus, pour faire simple, c'est approximatif, mais de cet ordre-là, 1000 fois plus de CO2 qu'un aquifère classique qui peut être neutre ou légèrement acide. Donc il y a un vrai potentiel, et aujourd'hui ce potentiel a été recensé au niveau national, et donc on est conscient qu'il y a une possibilité de l'utiliser. Donc voilà une des premières pistes pour utiliser du méthane et pour produire de l'hydrogène. Et après il y a l'autre technique, donc par pyrolyse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec de l'hydrogène turquoise et la valorisation donc du carbone solide. Donc voilà la possibilité. Ensuite, il y avait une troisième question qui était sur le fait de trouver ou pas donc, des poches de gaz en fait, dans ces formations. Sur le Carbonifère lorrain, on n'a jamais trouvé de gisement de gaz. On a un gisement de gaz qui est un gaz qui provient du Carbonifère, mais qui n'est pas contenu dans les formations du Carbonifère, donc qui est contenu dans des formations du bassin de Paris, donc dans du Trias, qui est le gisement de Trois-Fontaines, donc du côté de Saint-Dizier. C'est la seule zone donc, où on a trouvé réellement du gaz exprimé sur la région. Donc de tous les forages, il y a eu quand même pas mal de forages faits sur la région, puisque dans les années 60, on a fait de la prospection sur la région pour essayer de découvrir donc, soit des hydrocarbures liquides, soit du gaz, et on n'en a jamais trouvé. Nous, actuellement, les calculs qu'on fait et les mesures qu'on a pu faire montrent qu'on est en dessous du seuil de saturation de l'eau
en gaz, donc, et que très logiquement, donc, on ressemble en fait à ce qu'on a, nous, quand on sort le fluide du forage. Donc c'est exactement comme votre bouteille de champagne avant que vous l'ouvriez, donc vous voyez que du liquide. Puis au moment où vous la débouchez, ce qu'on fait nous aussi quand on veut faire des mesures en surface, eh bien vous voyez donc le gaz démixé. Et globalement, on a des pressions qui ne sont pas très différentes des pressions de la bouteille de champagne, même si on pense qu'on est plutôt, nous, actuellement, sur 20 bars de pression de gaz à 1500 mètres de profondeur. Donc, exploiter à 1500 mètres, ça n'a pas trop d'intérêt, parce que 20 bars, ce n'est pas énorme en termes de gaz. C'est 20 bars global. Mais on estime que si on exploite un peu plus profondément aux alentours de 3 km, ce qui est un peu plus la cible, ou entre 2 et 3 km, on devrait avoir une pression de gaz plus importante et donc avoir des rendements meilleurs. Si vous voulez, on va prendre une dernière question. Joël ? Oui, je suis là. Merci pour la présentation de vos travaux qui semblent en effet très prometteurs. Dans vos travaux, vous avez mobilisé un volet sciences humaines et sociales. Oui. Et je sais que parmi ses collègues, vous avez mobilisé des collègues de psychologie sociale qui ont peut-être travaillé sur les questions de représentation parmi la population de ce projet d'exploitation ou de leur degré d'acceptabilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors pour l'instant, les travaux ne concernaient pas directement l'hydrogène, mais ça va être le cas dans la future étape. Mais parler plus généralement de production potentielle de gaz sur la région et donc avec la production de méthane notamment. Donc actuellement, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est d'avoir pu cartographier donc les différentes populations impactées par ces projets. On est sur une région qui est très intéressante parce que c'est la région qui a produit du charbon pendant très longtemps, qui a été victime d'une désindustrialisation forte, avec des changements en termes de population aujourd'hui, et ce qui nous permet de voir trois ensembles de populations assez différentes, entre des populations un petit peu plus anciennes de gens qui connaissent le sous-sol, parce que pour beaucoup, ils ont été mineurs ou familles de mineurs, et donc beaucoup d'entre eux, et donc nous, on n'est pas toujours très fiers quand on est en face d'eux, parce qu'on estime qu'ils connaissent mieux le milieu souterrain que nous, puisqu'ils y ont passé énormément de temps, et donc ils connaissent bien le milieu, et donc en règle générale, ils sont au fait des technologies aussi, et ils sont dans une logique qui est plus ouverte et qui accepte mieux ces projets, ces nouveaux projets industriels sur la région par rapport aux populations plus jeunes et aux populations qui ne sont pas d'origine sur la région, mais qui sont des populations qui sont récentes sur la région. Donc on arrive aujourd'hui à cartographier l'ensemble de ces populations, et donc il y a un certain nombre de questions qui sont posées dans le cadre d'interviews notamment. Et je ne pourrais pas vous donner tous les résultats. Il y a un rapport assez conséquent qui est sorti de ces travaux. Donc il faudrait qu'on en fasse un peu plus la promotion d'ailleurs, je pense. Et l'idée est d'aller un peu plus loin, donc cette fois-ci, et d'essayer de faire passer dans l'idée qu'on allait peut-être tourner la page du fossile pour aller vers plutôt de l'hydrogène. Ce qu'on en voit aujourd'hui, parce qu'on est au contact de la population quand même, on est sur un site et on rencontre la population locale. Et il y a un véritable enthousiasme aujourd'hui par rapport à cette opportunité d'hydrogène, donc de production, parce que tout d'un coup, on donne une image valorisante et différente pour la région. Et donc le fait de mettre l'hydrogène en avant, il y a une certaine fierté aujourd'hui, notamment des échos dans la presse. Tout d'un coup, Folgevillers est devenue une ville connue du monde entier. Donc ils ont fait la une de la presse aux États-Unis, au Japon, en Corée, etc. Donc ils sont très fiers de ça, mais ils sont aussi conscients que pour eux, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux, c'est une chance, même si aujourd'hui, il y a une partie de la population, et notamment une partie donc, qui est plutôt des mouvements écologistes, qui restent opposés donc à ces technologies, parce qu'ils sont globalement opposés à toute utilisation du sous-sol.
Donc c'est pas l'hydrogène, c'est pas le méthane qui pose problème, c'est le fait de faire un forage. Très bien, on va clore sur ces mots et remercier encore Jacques pour son exposé extrêmement intéressant.